Et il y a le bras de fer colossal entre Trump et Poutine, puisque les relations se sont dégradées à ce point-là que aujourd'hui, de façon solennelle, Trump dit « j'ordonne des essais nucléaires ». Et on va voir ce soir que maintenant, c'est la Russie qui répond à la réponse. Trump d'abord. Les États-Unis d'Amérique possèdent plus d'armes nucléaires que tout autre pays. Cela a été rendu possible grâce à la mise à jour et à la rénovation complète des armes existantes au cours de mon premier mandat. En raison de leur formidable pouvoir destructeur, je détestais devoir m'occuper des armes nucléaires, mais je n'avais vraiment pas le choix. La Russie arrive en deuxième position et la Chine loin derrière en troisième position, mais elle rattrapera son retard d'ici 5 ans. En raison des programmes d'essais menés par d'autres pays, j'ai demandé au ministère de la Guerre de commencer à tester nos propres armes nucléaires sur un pied d'égalité. Ce processus débute immédiatement. Je vous remercie de votre attention. Sylvie Bermann, la solennité frappante de cette image, je ne sais pas si on peut s'attarder un instant. Alors il y a les drapeaux évidemment, il y a la marine militaire derrière, il y a un tableau, je ne sais pas ce que ça représente, c'est vous la spécialiste Elisabeth Shepard-Selam, petite fille militaire américain. C'est le drapeau du président. C'est coupé un peu, mais... C'est le sceau. Oui, ça je vois, mais en dessus il y a un petit drapeau de marine américaine, non? C'est pas ça à l'ancienne, 18e siècle, fin 18e ou début 19e? Moi je vois juste des drapeaux du président et les États-Unis. Au-dessus de sa tête, au-dessus de sa tête. Au-dessus de sa tête, le tableau là? Le tableau, moi je ne vois pas. On le voit pas, oui. Ça peut être n'importe quoi. C'est souvent la bataille. Sylvie Ça peut Bermann. même être une photo de lui, enfin, pour on en est. Non, ça a l'air d'être une vraie Non, c'est une bataille maritime, visiblement. Oui. Sylvie. Non, mais il est de toute façon furieux de ne pas avoir remporté la victoire contre Vladimir Poutine. Et à partir du moment où il y a eu un certain nombre de déclarations de Poutine sur les armes hypersoniques, les armes imbattables, etc. Donc, il évoque cette instruction donc, de commencer des essais nucléaires. Bon, le résultat, c'est que Poutine dit moi, en réponse, je vais en faire également. Là, on est rentré dans un processus d'escalade qui reste assez verbal en réalité. Je ne pense pas que ça aille plus loin, mais effectivement, il y a une montée de tension entre les deux. La comparaison historique, cela dit, regardez, ça c'est 2025. Écoutez, Reagan, 83, donc ça fait, moi je suis nul en arithmétique, ça fait 42 ans. 42 ans. Pardon, oui. 42 ans, Reagan annonce son programme de guerre des étoiles. Il y a beaucoup de similitudes, disons, dans la gravité du ton. Et à l'époque, c'était un peu le dôme d'or de l'époque. Il dit, moi, je vais protéger les soviétiques. Alors, ça n'a pas abouti, mais enfin, il a quand même semé financièrement les soviétiques. Regardez. Je lance un effort global et intensif pour définir un programme de recherche et développement afin de commencer à atteindre notre objectif ultime, éliminer la menace des missiles nucléaires stratégiques. Cela pourrait ouvrir la voie à des mesures de contrôle des armements permettant d'éliminer ces armes. Nous ne recherchons ni la supériorité militaire ni un avantage politique. Notre seul but que nous partageons tous est de trouver des moyens de réduire le risque de guerre nucléaire. Sergei Girnov, quel âge aviez-vous en 83 ? En 83, je quittais, donc j'avais 22 ans, je quittais l'Institut des Relations Internationales et dans un an, je rentrais à l'école du KGB. Donc... Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, quand on voit, on peut mettre les deux images en regard, c'est-à-dire 83-2025, à l'époque, les soviétiques se sont affolés en se disant ils vont nous dépasser en tout. Ils ne voulaient pas le montrer, mais le problème c'est qu'en réalité, ils ne pouvaient pas reculer, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et donc, du coup, Reagan les a mis dans la situation d'être obligés de répondre, de s'engager aussi dans cette course aux armements. Et l'Union soviétique s'est cassé la figure à cause de ça. Parce que justement, c'est le suivi économique. Parce que l'Union soviétique, à cette époque-là, dépensait 12% de son PIB à la chose militaire. Et d'ailleurs, Poutine est conscient de ça. Ça veut dire qu'il y a quelque temps, il a dit l'Union soviétique s'est cassé la figure parce qu'il dépassait les 12%. Est-ce que c'est le rêve aujourd'hui de Trump d'être le nouveau Reagan, Guillaume Roquette ? C'est peut-être son nouveau rêve, effectivement, mais c'est un bouleversement complet parce que les prises de position du président Reagan étaient l'aboutissement, j'allais dire logique, de 40 ans de guerre froide. Et il y avait bloc contre bloc, il y avait effectivement une lutte qui était d'abord une lutte idéologique contre le pacte de Varsovie, une lutte militaire aussi. Donc on va dire que tout ça était logique.
Aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que le 15 août dernier, Poutine et Trump se retrouvaient en Alaska. Trump le faisait même voyager dans sa limousine. Il faisait une conférence de presse commune et Trump disait « Je suis tellement content d'être à côté de mon ami Poutine, qui est un homme... » Il n'a pas dit mon ami. D'être à côté de Vladimir Poutine, qui est un homme fantastique. Bon, donc, ce qui est incroyable, c'est cette espèce de changement de ton. Peut-être que ce ne sont que des remontades et que ça ne durera pas longtemps. Ça monte très haut. Hein, oui, ça monte très haut. Ça monte très haut. Et donc, si Trump se voit comme le nouveau Reagan, c'est quand même une révolution copernicienne dans les relations internationales, parce que objectivement, c'est vraiment pas la chose à laquelle on s'attendait. Souvenez-vous, tout le monde avait dit quand Trump a été réélu, ça va être la fin de la guerre parce qu'il va faire ami-ami avec les Russes. Regardez l'image dans son bureau. Reagan est très revendiqué. Tous les politiques sont pareils. Les politiques peuvent se retourner. Reagan, voilà, il est évidemment pour lui un des modèles revendiqués, même si c'est ambigu. Hein. Ronald Reagan a quand même donné son nom à un porte-avions. C'est un peu la consécration suprême, quoi. Si on rate le prix Nobel, mais au moins on peut essayer d'avoir son nom sur un porte-avions. USS Donald Trump. Dans 20 ans. Dans 20 ans. Toute la flotte de Il a donné la paix par la force. Le porte-avions Michel Goya. Voilà. Le porte-avions français, il y a quoi? Le Richelieu. Après. Charles de Gaulle. Non, pardon, c'était le Clémenceau. Foch-Clémenceau, pour les purs Français. Après, les autres, c'était les Américains ou les Anglais qu'on avait achetés. Mais il faut rappeler que Reagan avait. D'abord, il était, lui, clairement en opposition avec l'Union soviétique et avec le communisme. Donc, l'affrontement, il était clair, pour le coup, ce qui n'est pas forcément évident. L'empire du mal avec Trump. Et puis ensuite, on parle de la guerre des étoiles, mais en fait, il a fait un effort considérable dans tous les domaines militaires, conventionnels. Les États-Unis, c'était 7%. L'effort de défense, c'était 7% du PIB de l'époque Reagan. L'armée américaine d'aujourd'hui, elle est toujours équipée des équipements de l'armée de terre, en particulier, toujours équipée de l'armement de l'époque Reagan. Donc il y a un effort colossal dans le conventionnel, parce qu'on redoutait quand même très fortement, vraiment, une guerre en Europe. Et c'est là-dessus que les Soviétiques n'ont pas pu suivre. Et notamment, alors on parle du nucléaire, mais aussi toutes les technologies de l'information, tout ce qui a permis d'avoir des armes de précision, des choses comme ça, l'informatique, où là, les Russes, enfin les Soviétiques étaient complètement largués. Et au bout du compte, oui, et le plus étonnant, c'est que toute cette armée organisée par Reagan, elle n'a jamais affronté les Soviétiques, et puis elle s'est retrouvée, la fin de la guerre froide, il n'y a plus d'ennemis, et donc on se retrouve avec toute cette puissance militaire. Finalement, il faut que ça serve à quelque chose. Et le bouclier de la guerre des étoiles, c'est Trump qui voudrait le ressusciter. Et voilà, donc ça a servi à faire la police du monde, en fait, alors que ce n'était pas du tout prévu comme ça à ce moment-là. Juste deux choses. Alors, une grande différence, Guillaume parlait de cette volte-face de Trump. Reagan, quand même, a commencé sa carrière, même jeune homme, même jeune acteur, anticommuniste. Il avait une droiture sur cette question où on ne pouvait pas se poser la question jusqu'au bout. Donc, et il mettait tous les moyens, pas simplement militaires, la communication, le soft power. Il était très clair là-dessus. Et je dirais, peut-être aussi, il essaie de s'identifier, ou en tout cas dans la com, s'identifier à ça, parce que Reagan reste quelqu'un de très aimé. Il ne faut pas oublier, il a été élu 2 fois, avec une grande majorité de droite et de gauche. Donc, je pense qu'il essaie de jouer ce jeu-là en interne. Mais ce que je dirais, la grande différence aujourd'hui, c'est qu'à la différence de la guerre froide, on n'a pas que les Russes ou l'Union soviétique, on a les Chinois aujourd'hui. Et c'est une véritable différence en termes de nucléaire. Et aujourd'hui, il y a aussi... il n'y a plus d'idéologie au sens strict du terme, en fait. Et c'est ça le grand problème. Il n'y a plus de fracture du monde entre deux idéologies très distinctes. La réponse du berger à la bergère, maintenant, c'est chacun fait berger et bergère de l'autre, puisque c'est contre une sorte de surenchère permanente. C'est Poutine qui a commencé quand même, il faut bien le rappeler. Et effectivement, c'est la réponse à la réponse de la réponse, c'est Vladimir Poutine qui réunit son Conseil de sécurité. On voit les mêmes. Faites-nous la petite visite, Sergueï, vous les connaissez tous. Donc, vous avez cette rangée-là, vous avez le Premier ministre, vous avez le président de la Douma, vous avez le chef de l'administration présidentielle, le ministre de la Défense, vous avez Narishkin, le directeur de SVR, vous avez le ministre des Transports qui était là pour, je ne sais pas pourquoi, et vous avez Gerasimov. Et de l'autre côté, vous avez Matvienko qui est la présidente du Sénat russe, vous avez Medvedev, qui est la 5e personne dans... Ah oui, ce qu'il est Medvedev. Il est juste à côté. Ah voilà, c'est ça. Il y en manque un d'ailleurs, Sergueï. À gauche. Il y en a un qui n'est pas là. Après, vous avez Shoigu. Après, vous avez Bortnikov, le directeur du FSB. Après, vous avez Ivanov, celui qui était directeur de l'administration présidentielle et ministre de la Défense dans les premiers mandats de Poutine. Et vous avez Zolotov, qui est le directeur de la garde nationale. Il n'y a pas de
Il n'y a pas Lavrov. Et il n'y a pas Lavrov. Et écoutez, de quelle façon il n'y a pas Lavrov. Poutine leur dit, moi aussi, je veux de nouveau la reprise des essais nucléaires. Je demande au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Défense de la Fédération de Russie, aux services spéciaux et aux agents civils concernés de faire tout leur possible pour recueillir des informations supplémentaires, de les analyser au sein du Conseil de sécurité et de soumettre des propositions coordonnées sur le lancement éventuel des préparatifs d'essais nucléaires. Voilà la version Poutine et version Medvedev qui était présent là, comme vous l'avez souligné Sergueï. Les conséquences de tels propos, il parle des Américains, sont inévitables. La Russie sera contrainte d'évaluer l'opportunité de procéder elle-même à des essais nucléaires à grande échelle. À cette table, il y avait 3 faucons. Il y avait Medvedev, il y avait le ministre de la Défense et il y avait Gerasimov. Eux, ils ont demandé tout de suite de faire les essais. Mais face à eux, il y avait Shoigu, il y avait Naryshkin et il y avait, je crois, Matvienko qui ont dit « Ah non, il faudrait quand même étudier... » Et vous savez, en gros, en fait, Poutine nous a fait à l'envers le fameux Conseil de sécurité de 21 février 2022, là où Naryshkin était avec la voix tremblante, etc. Mais cette fois-ci, il a joué, en fait, la démocratie. Et finalement, c'est beaucoup plus nuancé, la résolution qui a été prise. Poutine a demandé « Je demande à toutes les personnes qui étaient présentes et concernées par la question de me donner leurs propositions sur éventuelle préparation de lancement des préparatifs. Vous connaissez bien ce pouvoir à Moscou. Est-ce qu'il y a une forme de vote? Je me rappelle le conseil d'en haut, Louis XIV, je crois qu'il n'y a pas de verbatim qui est resté. On disait allez aux opinions. À la fin, on va aux opinions et c'est souvent le roi qui donnait son avis en dernier. Est-ce que là, on va aux opinions? Non, c'est lui qui décide, de toute évidence. Et c'est une mise en scène, parce que de toute façon, personne ne l'oblige à passer à la télévision, qui est vue dans le monde entier, cette réflexion de son conseil de sécurité. Est-ce que ça veut dire que s'il y a des décisions graves, comme dit le chef d'état-major des armées, dans 6 mois, dans 10 mois, dans 22 mois, lui seul décidera? C'est lui qui décide en Russie, c'est la verticalité du pouvoir. Maintenant, il peut y avoir des discussions aussi, mais il veut les engager. Il veut les engager, mais bien sûr. Mais les discussions, elles ne seront pas télévisées. Ce qui sera télévisé, c'est la décision à un moment donné. Mais c'est finalement relativement modéré quand même, son expression. Oui, c'est presque rassurant de voir que ça passe à la télévision, parce que si c'était vraiment sérieux, je pense qu'on ne serait pas là pour commenter les images. Le problème, c'est qu'il y a sans doute d'autres séquences à côté qui sont nettement plus préoccupantes, parce qu'effectivement, il y a quand même un certain nombre d'informations qui viennent des services de renseignement occidentaux et qui disent que ces exercices, ces essais, ils ont lieu. Et c'est pas simplement, comme dit Poutine là dans sa déclaration, il faut s'informer avant un lancement éventuel de préparatifs à des nouveaux exercices. Qu'est-ce qui se passe dans la coulisse? Vous soulignez avec raison, la CIA donne raison à Trump. Alors, le patron de la CIA, sa carrière dépend un peu de Trump, donc sa voix évidemment est un peu partisane, mais c'est quand même patron de la CIA. Il a publié sur les réseaux sociaux que M. Trump a raison dans ses affirmations concernant les essais nucléaires russes et chinois. Radcliffe fait référence à l'article du Wall Street Journal évoquant des essais nucléaires chinois présumés d'un ancien directeur de la CIA qui déjà en faisait état, estimant que la Russie, en l'occurrence, ne respectait probablement pas le moratoire sur les essais nucléaires. Quels sont ces essais que seraient ces essais, disons, souterrains, par exemple? Alors d'abord, des essais... Alors, le traité d'interdiction complet des essais nucléaires, on l'a dit, il n'est pas ratifié. En fait, de droit, il n'est pas en vigueur. Il est respecté par principe, mais il n'est pas en vigueur. En revanche, il a permis de mettre en place une organisation, une structure d'observation, dont le siège est à Vienne, et qui dispose de multiples capteurs dans le monde, et qui, pour le faire simplement, on ne peut pas faire une explosion nucléaire souterraine comme on le faisait auparavant, sans que ce soit décelé. Ça, c'est à peu près sûr. Et là, pour l'instant, il n'y a pas... à part les Nord-Coréens qui le font de temps en temps, et encore, ça fait maintenant quelques années que... Est-ce qu'il y a des entre-deux, pardon? Sur cette antenne hier, Jean-Dominique Merchet disait il y a des petites quantités de matières nucléaires qui sont employées pour des entre-deux. Alors d'abord, il y a des toutes
toutes petites qui sont utilisées pour faire de la simulation, c'est ce qu'on fait, donc des tests au laser mégajoule en particulier. Mais il y a ce qu'on appelle les essais sous-critiques, où on prend des éléments de munitions, tout petit peu de matière fissile, ou même des objets qui ne sont pas nucléaires, pour les tester, voir leur explosion, des petits bouts d'une arme nucléaire que l'on teste par ailleurs à très faible puissance. C'est ça dont on parle ici. Bon, ok, mais même si ça se fait, et alors ? Ce dont parle la CIA sont des essais surcritiques, donc avec de la matière fissile, avec une petite réaction en chaîne. Et là où il y a des interrogations, c'est qu'à la fois pour les Chinois sur les polygones de tir, sur le polygone de tir chinois, et en Nouvelle-Zélande, en Arctique, là où la Russie teste a mené ses tests nucléaires, tout ça n'est pas avéré, mais il y a eu des sismographes ont enregistré des sortes de tout petits tremblements de terre qui pourraient indiquer, ça c'est au conditionnel, hein. Et la CIA ne produit pas de rapport, il n'y a rien d'extrêmement donc précis. C'est crédible. Il y a un gros doute américain en fait. C'est crédible ou pas? En tout cas, l'OTIS, qui est justement l'organisme qui suit la mise en œuvre de ce traité d'interdiction des essais nucléaires, ne les a pas détectés. Oui, alors que je crois qu'il y a 3000 capteurs dans le monde entier, sismiques, enfin de tout type. Donc, et à la limite, même s'il y a ils font des micro-essais comme ça, en quoi ça pose un problème aux États-Unis, qui a la capacité de faire des essais, des tests par simulation, comme nous. Mais c'est pas le problème de Donald Trump d'ailleurs. Le problème de Donald Trump, c'est de faire du signalement stratégique, c'est de montrer qu'il fait un essai, que donc sa bombe fonctionne, et il faut que ce soit spectaculaire. Alors comme ce sont des essais qui sont souterrains, si jamais il voulait le faire dans le Nevada, le site qui est totalement ravagé, où maintenant d'ailleurs, depuis que les essais ont été arrêtés, la population a énormément grandi tout autour du site, il faudrait que ça se voit. Or un essai nucléaire souterrain, par définition, ça se voit très très peu. Mais Trump, il cherche une image, il cherche à impressionner, à marquer qu'il est vraiment le plus fort dans cette course au nucléaire. Vous savez, la situation est paradoxale. Parce qu'il y a la majorité des membres des Nations Unies qui ont ratifié et signé ce traité, sauf ceux que ça concerne directement. La Russie en est sortie. Ils l'avaient ratifié. Donc en fait, ils sont revenus sur leur les pays nucléaires. Il y a seulement 2 pays qui ont signé et ratifié. C'est la France et la Grande-Bretagne. Tous les autres, soit ils n'ont pas signé, le Pakistan, l'Inde et la Corée du Nord, soit ils n'ont pas ratifié. Donc les États-Unis, l'Israël et la Chine et la Russie est sortie de la ratification cette année. Donc du coup, en fait, le monde entier est d'accord sur la cessation de ces essais, mais les principaux pays qui sont concernés ne le veulent pas. Donc ils sont hypocrites. Le traité n'est pas en vigueur. Si les États-Unis veulent reprendre des essais nucléaires, ils n'ont pas ratifié, ils peuvent le faire. Hein, est-ce que c'est une science exacte? Regardez cette archive, elle est très savoureuse. Jacques Chirac, c'est en 95 qui reprend les essais nucléaires. Et à l'époque, rappelez-vous, il y avait, y compris chez les scientifiques, les pros et anti, il y avait ceux de gauche, ceux de droite, il y avait des manifestations contre lui. On disait à l'époque, certains, c'est une folie, c'est très grave, voilà, hein, il manquait de vous rappeler. Et le monde entier était contre nous. Il disait qu'on était des criminels de faire ces essais. J'ai fait une émission en Moscou contre ça. Et Jacques Chirac, à la télévision de Russie. Jacques Chirac n'avait pas lâché l'affaire en disant ce qui était vrai. Nous avons besoin d'un dernier essai réel, et ensuite nous aurons les données suffisantes pour pouvoir faire ces essais de simulation. Pour valider les simulations. Voilà, notamment avec le laser mégajoule dont parlait Michel Goya. Vous savez que ça a failli faire l'objet d'un référendum, cette affaire. C'est-à-dire que la crise, elle date de 3 ans plus tôt, 92, au moment où Bérégovoy, le premier, dit voilà, on arrête complètement les essais. Alors là, ça prend tout le monde de court. Il dit attendez, on est en plein boulot. Et donc, il y a une commission qui s'est réunie. Édouard Balladur, qui devient Premier ministre en cohabitation. C'est une des rares crises nucléaires au sein de la Ve République, qui dit écoutez, moi je suis Premier ministre, je mets en œuvre la politique de défense et moi je pense qu'il faut refaire ces essais. Et Mitterrand s'y oppose. Et il y a une confrontation très, très violente, sachant que tout ça se décide par exemple en Conseil de défense et il faut la signature des deux pour décider quelque chose. Et Mitterrand avait dit écoutez, voilà, si on continue comme ça, je demanderai aux Français leur avis sur des essais nucléaires. Écoutez Chirac à l'époque, écoutez. Alors, naturellement, nous préférerions tous ne pas avoir à reprendre d'essais nucléaires. Malheureusement, nous les avons arrêtés un peu trop tôt. Les essais nécessaires sont au nombre de 8. Ils interviendront à partir du mois de septembre et seront en tous les cas terminés
fin mai 1996. Qui est nostalgique ici? Qui est nostalgique? Moi, je suis nostalgique. Un nostalgique, qui d'autre? Qui est nostalgique de ces années-là? Moi, j'allais dire que c'est peut-être le seul sujet sur lequel je suis nostalgique du chiracisme. Sylvie? Non, moi, j'ai pas de nostalgie de toute façon. Sylvie Berman. Non, je n'ai pas de nostalgie. Traitez-nous de vieux, allez-y. Non, mais je ne trouve pas que telle ou telle période était nécessairement meilleure. Simplement, je me souviens, pour avoir été à New York, à la mission permanente de la France auprès des Nations Unies à cette époque, ça a été un tollé contre notre pays. C'était extrêmement difficile. En plus, si je me souviens bien, ils les avaient commencés le jour anniversaire de Nagasaki. Bravo, bien trouvé. Toujours là, toujours le sens du timing. C'était fin 95, ça commence à l'automne 95, ça se termine en janvier 96, il y en a 6 de mémoire. Mais peut-être qu'il annonce peut-être à ce moment-là. Je ne sais pas, mais je me souviens qu'il y avait un lien, effectivement, et que le scandale a été d'autant plus fort. Mais je vous rappelle quand même que le premier traité qui interdisait les essais dans l'espace, dans l'air et sous l'eau, la France n'en a jamais signé, et non seulement elle n'a jamais signé avec la Chine, mais en plus elle a refusé de le signer quoi qu'il arrive. On sourit, mais rien. Écoutez, parce que ça c'est beaucoup moins souriant. C'est la Russie qui va beaucoup plus loin maintenant dans le soupçon à l'égard des Américains, puisqu'elle dit, par la voix de son ministre de la Défense, que les exercices qui sont menés par les Américains sont des exercices qui comprennent un possible bombardement préventif. Donc ils accusent les États-Unis d'Amérique de pouvoir frapper les premiers. Washington organise régulièrement des exercices de ses forces stratégiques. Le dernier exercice de ce type, visant à étudier les questions relatives aux frappes préventives de missiles nucléaires sur le territoire russe, a eu lieu en octobre. Il s'agit d'un ensemble unique de mesures et de plans éventuels américains visant à effectuer des essais nucléaires, ce qui augmente considérablement le niveau de danger militaire pour la Russie. Et là, on passe là dans le degré des accusations. Qu'on comprenne bien ce que veut dire une guerre préventive. C'est une guerre, en gros, déjà c'est la doctrine russe. En gros, lorsque la Russie comprend que quelqu'un veut l'attaquer au nucléaire, elle va frapper le premier. Donc ça, c'est dans la doctrine. En même temps, si la Russie constate qu'il y a des missiles qui volent vers la Russie, là aussi, elle fait partir ces missiles ensemble pour contre-frapper le pays qui les a frappés. C'est pour vous dire que c'est quelque chose. Et les Russes, en plus, dans la doctrine russe, c'est l'arme de l'emploi. Le nucléaire est l'arme de l'emploi, donc du domaine militaire. Par exemple, la Russie a même rentré dans la doctrine la possibilité d'utilisation de l'arme nucléaire contre un pays qui n'est pas nucléaire. Qu'on comprenne bien là, les Russes considèrent qu'il n'est pas exclu que les Américains frappent les premiers, tentent de les frapper les premiers. Tous les autres. Alors, ils sont convaincus de toute façon que l'OTAN est une menace. L'OTAN étant dirigée par les États-Unis de leur point de vue, effectivement, ils considèrent qu'il y a un risque. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine pense vraiment qu'il va y avoir une frappe préventive américaine. Mais là, on est entré dans une pièce de théâtre et effectivement, il y a une forme de montée de tension. Mais expliquez-nous comme la différence de mentalité, que vu de Russie, quand l'OTAN a bombardé en Serbie, quand l'OTAN s'en est prise à Kadhafi, etc., oui, l'OTAN a été une force offensive. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on dit toujours qu'on a une alliance qui est défensive, mais en réalité, elle a été offensive quand elle a décidé seule d'une campagne de frappe contre la Serbie. Et donc, d'ailleurs, les Chinois ont exactement le même point de vue que les Russes sur l'OTAN. Attention, quand on parle du nucléaire, on parle d'autre chose. Oui, mais là, on ne parlait pas de nucléaire, on parlait de l'OTAN. Non, c'est vrai, mais bien sûr. Après, on a fait une opération de l'OTAN en Afghanistan qui était complètement en dehors de son domaine géographique prévu. Enfin bon. Non, là, l'idée de la frappe préventive, c'est ce qu'on appelle une attaque de première frappe. C'est-à-dire cette idée qu'on a suffisamment de moyens pour pouvoir désarmer l'autre. C'est-à-dire que si on attaque d'un seul coup massivement, on va détruire tout l'arsenal nucléaire de l'autre. Et là, comme ça, au moins, on est tranquille. Non seulement on est tranquille, mais en plus, on est plus fort parce que l'autre est complètement désarmé. Donc ça, c'est l'obsession, en réalité, dès le début de la guerre froide. C'est la raison pour laquelle tous les pays nucléaires cherchent à avoir une capacité de seconde frappe. Est-ce que ce scénario a existé? Est-ce qu'il a été testé? Est-ce qu'il y a des simulations, d'après vous, pendant la guerre froide, ou des Américains ou des Russes? Dans tous les états-majors, ce scénario a existé sous l'Union soviétique et dans les pays de l'OTAN.
Mais ce que vous dites là est très intéressant. Parce que si c'est vrai, ça montre quand même que voilà, la dissuasion a quand même ses limites. Mais comment dire, deux éléments. D'abord, oui, effectivement, par exemple, lorsque les soviétiques, à la fin des années 50, notamment avec le lancement du Sputnik, on s'aperçoit qu'ils ont une supériorité technique en termes de lanceurs à très longue portée. Les États-Unis, pour qui c'est pas la priorité, c'était la priorité pour les Américains, c'était les bombardiers, ça, ils adoraient ça, les gros bombardiers stratégiques, les missiles Minuteman, bof. Et donc, ils se disent, mince, là, on peut être attaqué d'un seul coup par des missiles. Nos bases aériennes de bombardiers peuvent être attaquées. Et donc, on a une période où vous avez des Américains qui ont des bombardiers en permanence, en l'air, avec des armes atomiques. C'est les scénarios du Docteur Folamour ou de Point Limite, qui est un film qui paraît au même moment. Comme si c'était des sous-marins, en fait. Oui, exactement. Mais ils sont en l'air. Alors, et ça, c'est quelle époque, quelles années? Ça, c'est tout début des années 60. Et donc, vous avez des bombardiers avec des armes nucléaires qui font des ronds dans le ciel, des raquettes, et qui attendent. Et donc, d'où d'ailleurs cette obsession poutinienne avec le Burevestnik, qui peut voler en permanence. Et donc, en fait, ça a été inventé en 1955 en réponse à cette tendance américaine. Moi, je suis toujours frappé de voir comme la vérité est progressive. C'est-à-dire, première version, on nous dit, non, mais la dissuasion, ça repose sur le principe, personne ne tirera le premier, on est tous sûrs, c'est la règle. Oui. Et puis petit à petit, on découvre que les scénarios existent quand même dans les états-majors, et depuis les années 60, qu'il y ait un qui tire le premier. Tout ça, ça a été très instable. C'est à partir du moment où on se dit, oula, c'est pour ça qu'ils ont construit, chacun construisait de plus en plus. On se retrouve avec 60 000 têtes nucléaires dans le monde, où on a peur, oula, ils ont suffisamment de missiles pour frapper, par exemple, tous nos silos à terre. Donc on est désarmé, et il nous reste que nos sous-marins. Mais les sous-marins, c'est moins précis. Avec les sous-marins, on peut tirer que sur les villes. Là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va tirer sur les villes soviétiques? Et dans ce cas-là, les soviétiques tireront sur nos villes, alors que pour l'instant, ils ont juste attaqué les silos ou pas. Et donc, on se retrouve, il y avait plein de cas de conscience comme ça qui se sont posés jusqu'au moment où les deux ont dit, OK, allez, on va se calmer, il y en a suffisamment de moyens de part et d'autre, on va faire ce qu'on appelle la doctrine de destruction mutuelle assurée. On accepte le fait que si un attaque, l'autre ripostera automatiquement. Et c'est ça qui va introduire de la stabilité. Guillaume. Oui, parce que effectivement, si j'ai bien compris, ces frappes préventives, elles ne peuvent être couronnées de succès que, comme disait Michel Goya, si on peut détruire complètement la capacité offensive de l'autre. Mais dès lors que les Soviétiques, les Russes, pardonnez-moi, que les Russes ont des sous-marins nucléaires qui se baladent dans le monde entier, on ne peut pas les détruire, ceux-là. Donc, a priori, ça paraît assez peu plausible qu'il y ait les Français ni les Américains. Des Américains, parce que la riposte des sous-marins serait terrible. Oui, mais là, vous avez quelque chose qui peut s'introduire, c'est la première frappe indirecte. C'est-à-dire si un jour les Américains réussissent à mettre en place le fameux dôme doré et qu'ils ont. Alors attention, on est très loin. Ils cassent l'équilibre là. Et là, d'un seul coup, ils deviennent invulnérables. Et là, mettez-vous à la place des Russes ou des Chinois. En gros, là, il faut qu'ils frappent avant. On est impuissants. Les Américains peuvent nous attaquer sans craindre quoi que ce soit. D'où la tentation d'attaquer les premiers. Avant que le dôme soit en place. L'histoire s'est créée aussi par les excès, par les folies, etc. Vous qui connaissez bien les Américains, vous êtes américaine, est-ce que dans certains cerveaux, l'idée existe contre la Chine qu'il faudra casser les genoux de la Chine avant qu'elle soit trop puissante? Est-ce que certains néoconservateurs y pensent? Avec le nucléaire? En général, non, pas avec le nucléaire. En général, provoquer une guerre, aller plus loin, faire en sorte que la Chine... Non, c'est trop tard. Là, c'est trop tard. Il y a bien sûr cette inquiétude de la Chine. Il y a beaucoup de surveillance sur cette question chinoise. Mais c'est trop tard parce qu'il y a aussi cette question économique qui lie les États-Unis avec les Chinois. Et l'idée, surtout avec les Chinois, l'idée de mettre à genoux les Chinois serait aussi de mettre à genoux une partie de l'économie américaine qui sera très problématique. Donc il y a d'autres idées. Et bien sûr, moi j'ai envie de dire, il y a toujours des idées un peu dingues qu'on a vu dans les années 60 et 70 aussi, du CIA, moi je pense à des choses pour faire tomber Castro, mais aujourd'hui il y a quand même une réalité qui est tout autre en face. On croit que c'est rationnel, mais je rappelle toujours, dans l'histoire des guerres, Napoléon a toujours dit que lui, c'était pas sa faute à lui, c'est les Anglais qui l'ont cherché. Il avait raison. Vous avez raison. D'abord, il avait raison, forcément. Non, mais vous avez par exemple un exemple de tentation d'attaque préventive, c'est lorsque la Chine commence à développer son arsenal nucléaire. Et du côté soviétique, on se dit, oula, donc on est en 69-70, il y a des très fortes tensions. Est-ce qu'il ne faudrait pas attaquer tout de suite, détruire nucléairement ce programme nucléaire chinois avant qu'il ne devienne justement impossible à détruire? Donc il y a une tentation dans l'air. On ne sait pas jusqu'où... Exemple très concret, dans l'histoire de la Corée du Nord, est-ce qu'il est imaginable que les Américains se disent à un moment...
on prend un risque, mais il vaut mieux détruire maintenant l'arsenal nucléaire nord-coréen plutôt que d'attendre qu'il se développe encore. C'est trop tard. C'est trop tard maintenant. Parce que non, mais bien sûr, mais maintenant il est arrivé à maturité le programme nucléaire le Corée du Nord, nord-coréen. Parce qu'ils n'ont pas un arsenal énorme. En fait, c'est suffisant pour. Non, mais suffisant. C'est suffisant s'ils arrivent à l'actionner. Oui. Mais en fait, c'est concentré sur un tout petit territoire. Et donc, en fait, non, mais je suis persuadé que dans l'état-major américain, il y a certainement des généraux qui disent si on frappe ponctuellement, ils n'arriveront même pas à les... Regardez, le plateau est intéressant. Les Européens ramollis qui disent on ne peut plus rien faire, etc. Le Russe qui a gardé toute la niaque un peu des. Voilà, il dit non, mais ça peut se faire. Il y a autre chose aussi, c'est que Poutine, en fait, il est dans cette logique-là. Et c'est pour ça que je vous rappelle toujours qu'il n'a pas été accepté dans l'espionnage, parce que justement, il est trop audacieux, trop peureux, il est trop audacieux, il est dangereux pour le service. Et donc maintenant, avec les forces nucléaires, il peut représenter un danger. En revanche, cette frappe préventive, il y a un pays où elle a été mise en œuvre, et récemment, c'est en Iran, par les Américains, parce que là, pour le coup, ils ont essayé. Mais ça montre que c'est compliqué. On recevait M. Grossi, le patron de l'AIEA, l'autre jour. Il disait, ça leur a sûrement fait du mal, mais c'est pas... C'était peut-être justement trop tard. Oui, peut-être les encore. Israéliens le fait. Ils l'ont fait aux Irak, ils ont tapé sur l'Irak, ils ont fait à Der Sor en Syrie en 2007. Donc dès qu'ils voient des indices, normalement, ils attaquent les premiers. Et là, ils ont peut-être un peu trop tardé.